Bonjour et bienvenue dans les ateliers de podcasting. Aujourd'hui, nous vous proposons un format en partenariat avec l'association de Lalande de Fronsac, Escale 33. Dans le cadre de son projet Ma parole compte, 6 femmes témoignent de leur vécu. Des récits difficiles mais nécessaires, 6 podcasts qui montrent des parcours différents et portent un message d'espoir. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à sa description. Chère auditrice, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner à travers mon témoignage qui peut-être parlera à quelques-uns. Je me suis toujours fait la remarque que certains vont entrer dans leur vie comme ils prennent le train. Avec un billet, une place numérotée, et se sentent donc légitimes. Et puis, il y a les autres. Ceux qui, chemin faisant, feront plusieurs wagons sans jamais trouver le bon. Encore moins leur place. On appelle cela un heureux événement. C'est parfois voulu, attendu, ou même non programmé, mais une fois dévoilé, il fait sens. Cela ne s'explique pas, ça se ressent. Et puis, il y a les grossesses non voulues, redoutées, portées comme un secret, une grossesse clandestine en somme. Je suis issue de ce dernier cas de figure. C'est fou comme l'embryon, puis le fœtus que je fus, résonne encore si fort en moi. Car tout comme avant, je mets comme point d'honneur de ne pas faire de bruit, de me faire toute petite ou transparente. J'avoue que j'étais plus forte à ce jeu-là durant les 9 mois de grossesse. Parce qu'après, avec mon 1m73 et mon obésité, le challenge était bien plus corsé pour passer inaperçu. J'appris sur le tard, ainsi que ma mère, que cela avait un nom, ce genre de grossesse, le déni. Je ferai l'impasse sur les jugements qu'a pu subir ma mère à l'époque de ma naissance, et durant toute sa vie depuis. Il faut dire que les astres devaient être dans un état second lorsque je fus conçue. Mes parents étaient ce que l'on nomme un couple adultère, époux, épouse et enfants chacun de leur côté. La fidélité de part et d'autre n'était pas nouvelle. On qualifiait de séducteur mon père, et de termes bien moins élogieux ma mère, époque oblige. Je n'aurais pas dû passer entre les mailles du filet. Ma mère était sous contraceptif, elle continuait d'avoir ce que s'apparente à des monstrues. Aucun signe de grossesse, pourtant, elle avait déjà eu 2 enfants. Il n'a pas duré 9 mois ce déni, car lors de la visite de contrôle chez son gynécologue, ce dernier data la grossesse à 8 mois. Elle garda pour elle ce secret, notre secret de mon existence. Je participais entièrement à cette mascarade et tirais de tout mon long contre sa colonne vertébrale. Plus tard, beaucoup auront du mal à croire qu'un bébé de 3,850 kg et 53 cm pouvait se cacher ainsi. La veille de ma naissance, mes parents passèrent tout l'après-midi à l'hôtel, comme quasiment tous les samedis. Mon père ne devina pas mon existence. Était-ce aussi du déni ? En tout cas, leur rencontre fut fructueuse, puisque je naquis dans la nuit aux urgences et non à la maternité, car ma mère s'y était rendue pour des coliques néphrétiques. Je n'ose imaginer la tête des soignants cette nuit-là, mais surtout le désarroi de ma sœur et de mon frère, âgés de 12 et 13 ans, qui attendaient dans la salle d'attente. Je balayerai succinctement les années qui suivirent, car certaines situations furent tant ubuesques qu'il me faudrait des heures pour les retranscrire. J'eus au-dessus de ma tête le risque d'être abandonnée à la demande de l'époux de ma mère. Et paradoxalement, celui que je nomme mon papa de cœur aujourd'hui sera l'une des personnes les plus importantes de ma vie. On mettra quelques mois à s'apprivoiser. S'il avait su, en ce jour de ma naissance, que tous mes enfants l'appelleront papy. Étonnamment, la femme de mon père prit elle aussi ce doux chemin. C'est elle qui poussa son mari à me reconnaître. « Tu ne peux pas la renier, cette petite, elle te ressemble tellement. » Ce qu'il fera l'année de mes 4 ans, mais ma mère refusera que je porte son nom. Elle voulut m'adopter aussi, pour m'offrir la stabilité et l'amour qui faisaient défaut à ma mère, ce que je ne pus accepter par fidélité à maman. Je fus reçue à bras et à cœur ouverts par mes frères et sœurs. Ce fut plus long du côté de la famille de mon père, d'une part parce que je ne vivais pas avec eux, et d'une autre part parce qu'ils étaient déjà adultes à ma naissance. En
En effet, la conscience des enjeux était déjà plus réfléchie. Je comprends qu'ils aient pu voir d'un œil critique cette petite fille, fruit des infidélités de leur père. Ce fut un bouleversement pour eux. Et il y a de quoi. De voir débouler dans leurs existences respectives un bébé qui était le symbole de la trahison de leur époux, de leur épouse ou de leur père et mère. Ma mère, elle, malgré sa dépression du postpartum à ma naissance, m'a toujours dépeint cet événement comme positif. J'étais l'enfant de l'amour, selon elle. Contrairement à mon père qui, depuis ma venue au monde, répétait que j'étais l'enfant d'une autre, que j'avais bousillé sa vie et celle de sa famille. On ne sort pas indemne de ce genre de remarques dites sur un ton léger quasiment quotidiennement durant 40 ans, d'être le centre névralgique de leurs souffrances actuelles et futures. J'étais pourtant mignonne, une petite fille modèle, une poupée, assise des sœurs à table à écouter, pas un mot, jamais une colère au risque de ne plus être aimée, d'être abandonnée. Et puis quelques années après ma naissance, mes 2 sœurs sont tombées dans la toxicomanie. L'une s'en est sortie parce qu'elle avait un entourage solide, l'autre est décédée à l'approche de ses 21 ans. J'avais 9 ans. C'est à partir de cet instant que j'ai voulu disparaître. J'étais la raison de la mort de ma grande sœur, de l'éclatement de 2 familles. Je n'ai même pas eu le droit de faire mon deuil puisqu'il fut décidé que l'enterrement se ferait sans moi. J'appris son décès 2 semaines après ses obsèques, un samedi matin sur la place de mon école. J'eus conscience d'être un membre de seconde zone de ces 2 familles. Je ne portais pas leur nom, mais le nom de jeune fille de ma mère. Je n'étais pas conviée au mariage ni aux enterrements de la famille de mon père. Pas de possibilité de rendre hommage à la femme de mon père, alors même qu'elle était une 2e maman pour moi. J'avais 14 ans pourtant. Idem pour ma grand-mère, la mère de mon père, alors qu'on avait passé de nombreuses vacances à discuter de notre passion commune, l'histoire, de son enfance dans les années 1910. Je me proposais de lui donner les repas à la place de l'aide ménagère afin de prolonger nos discussions, mais aussi parce que je voulais prendre soin d'elle. C'était la juste continuité des choses. Elle ne le saura jamais, ma mémé, mais c'était grâce à elle que j'ai conscientisé ma voie, celle de prendre soin des autres. C'était inscrit en moi, naturel, écouter, câliner, rassurer l'autre, me procurait une grande joie. J'étais utile, légitime, enfin. J'ai toujours été attirée par ceux que la société prend pour des faibles ou des originaux. Les bébés, les enfants, les personnes âgées, celles fragilisées, ou les animaux. Je les comprenais, j'étais l'une des leurs, parce que je ressentais leurs émotions qui les traversaient, sans qu'ils aient besoin de les formuler. D'aussi loin que je me souvienne, je voulais venir en aide aux autres, avocate pour défendre de grandes causes humanistes, professeur des écoles pour évoluer auprès des enfants et les accompagner dans les découvertes, et pédiatre, afin de prévenir ou soulager toute souffrance des enfants. Ça, c'était dans l'idéal, parce que dans les faits, sans que la responsabilité porte entièrement sur mes parents, mon milieu familial n'était pas propice à des études. Je fus une enfant assez libre concernant mon travail d'écolière, pas de parents derrière mon dos pour les devoirs ou les notes. On peut prendre cela comme positif. Quel enfant ne rêverait pas d'avoir la paix ? Moi, je l'ai pris comme un désintérêt. Pas de remontrance, mais pas de valorisation non plus. Pas de sonnette d'alarme déclenchée lorsqu'en 3e, j'ai séché la moitié de l'année scolaire. Comme je refusais de rester au collège, on m'orienta vers une voie professionnelle. Je suivis ma meilleure amie d'enfance vers un cursus des métiers textiles, à milieu de mon univers donc. Faute de personnalité, je manquerais là où on me disait d'aller. Je découvrais un monde qui m'était totalement inconnu. Parisien, bourgeois et fastueux, où la petite fille de mineur de fond que j'étais faisait vraiment tâche. Cette orientation au pif dura tout de même 6 ans. J'ai obtenu, sans grand enthousiasme, un CAP-BEP, puis un brevet professionnel. Le décrochage se fit au début de ma première année de BTS. Mes résultats étaient médiocres, et l'optique de me retrouver soit dans un atelier ou dans une usine de confection ne m'enchantait guère. J'arrêtai sans regret ce cursus. À moi les petits boulots, le temps de réfléchir à mon orientation professionnelle. Encore une fois, je n'eus pas cherché bien loin mon inspiration. Je me mis en tête d'entreprendre des études pour être infirmière. Un métier pour prendre soin, certes, mais surtout la profession de ma sœur, qu'encensait mon père. Qui sait, peut-être que je pourrais lui prouver enfin ma valeur, puisque selon lui, jusqu'à ce jour, je n'avais rien fait de ma vie. Je préparais le concours tout en continuant mes petits jobs. C'était si grisant d'avoir l'opportunité d'acquérir tout ce savoir et de s'enrichir humainement. J'eus le sentiment d'avoir trouvé mon chemin qui s'accordait à toutes mes aspirations, donner du sens à sa vie,
être utile, évoluer auprès de personnes complètement différentes, apprendre perpétuellement et satisfaire les ambitions de mon père. C'était assez joli sur le papier, et puis il y a la réalité, celle des étudiants infirmiers qui vivent en apnée pendant 3 ans de cette formation. Sur les 100 personnes de ma promo, seules 68 ont été au bout. Je ne fus pas l'un des leurs. Il faut pouvoir tenir face à la pression des formateurs de l'institut de formation, des services qui comptent sur les étudiants pour effectuer des tâches à moindre frais. Et surtout la pression que l'on se met. Il faut ingérer une quantité astronomique de modules qui vont de la gastro-entérologie à la psychiatrie en passant par l'aspect juridique et social en un temps record pour valider ses acquis. J'étais plus à l'aise durant mes stages auprès des patients qu'en cours. Oui, mais voilà. Force est de constater que la souffrance physique ou psychique des autres dont je devais m'occuper me traversait tellement que j'avais beaucoup de mal à faire la part des choses entre mon travail et ma vie personnelle. Je souffrais de la souffrance des autres que je faisais mienne. Il fallait se rendre à l'évidence, je n'étais pas faite pour ce métier, en tout cas pas avec cette fragilité et cette empathie exacerbée. Et puis, depuis quelques mois, je vivais une magnifique histoire d'amour qui me poussa définitivement à abandonner la formation pour vivre avec lui. Je l'avais rencontré dans ma promo, il était l'un des 10 garçons parmi 100 filles. L'impression d'être une élue dans une nuée de jeunes filles plus brillantes et intelligentes les unes que les autres. Ce qui me paraissait totalement incongru pour moi. Il devait me cacher quelque chose. C'était trop beau pour être vrai. Ce fut une époque douce amère où se mêlaient une joie immense et des angoisses massives, des attaques de panique, de la compulsion alimentaire et une prise de 20 kilos en un an, ainsi que de l'agoraphobie dans les transports en commun. Est-ce moi qui testais sa capacité à me supporter, un moyen de le faire fuir pour ne pas risquer de le perdre ou la peur d'être heureuse? C'est un peu de tout cela en même temps. Je dois dire que j'ai rarement vu un être aussi doux, solide et patient, et jamais dans le jugement. Il m'a permis de naître à la vie le jour où notre histoire a commencé. C'était il y a bientôt 20 ans. Un mariage 2 ans après s'être rencontrés et 5 enfants. Tous voulus, attendus, rêvés, qui portent tous le nom de leur papa. Des grossesses que j'ai savourées, bien qu'éminemment anxieuse durant 9 mois. Des accouchements merveilleux, je me suis sentie si forte, en osmose avec toutes les femmes du monde. Ce fut une expérience quasiment spirituelle à chaque fois. Les vivre pleinement ces accouchements, comme si je me redonnais naissance tout en mettant au monde mes enfants. Des enfants portés en écharpe, allaités, à qui on ne craint pas de dire je t'aime, et que l'on encourage. J'ai donné tout mon amour dans mon rôle de maman, pour ne pas en faire des enfants et des adultes qui se sentent non invités dans la vie. Je ne travaille pas depuis 13 ans, par volonté de ne rien rater d'eux, mais pour pouvoir instruire aussi ma fille, qui a vécu très tôt le harcèlement scolaire. Nous savons depuis ses 9 ans qu'elle est dans le spectre autistique, ce que l'on nommait auparavant le syndrome Asperger. C'est difficile de savoir que malgré toutes nos précautions, notre amour, notre enfant ait quand même traversé toutes ces souffrances. Comment va-t-elle trouver sa place alors qu'elle porte ce désavantage d'être neuroatypique? On peut de tout notre cœur veiller à ne pas reproduire les erreurs de nos parents, mais que faire devant les injustices, l'ignorance de ce monde? Eh bien, on accompagne au jour le jour, on met de côté le parent ainsi que l'enfant idéal, et on chemine ensemble. En l'occurrence, nous avons la chance d'être une famille soudée. On avance en leur gardant leur pleine place, en attendant qu'ils bâtissent la leur. Est-ce que j'ai enfin trouvé mon chemin? On va dire que j'apprends chaque jour à m'autoriser d'être. J'ai aussi effectué un test ADN via une plateforme de généalogie. Papa serait peut-être rassuré s'il était toujours vivant. Je suis bien son enfant. L'amour des miens m'a donné des ailes, c'est évident. J'ai encore parfois du mal à assumer mes choix, mes envies. Mais je dois faire avec, faire au mieux, comme je peux. J'ai au moins trouvé une place, et celle que j'ai aujourd'hui, avec la famille que j'ai construite.